Toute la question de la table ronde de ce soir, c'est de prendre des métiers qu'on dit traditionnels. On va parler de commerce, on va parler de service à la personne, on va parler de banque, et de voir comment ces différents métiers ont été et sont traversés, voire révolutionnés par le digital et par le numérique. On a coutume de dire que le digital, c'est aujourd'hui à peu près 4% du PIB. C'est très compliqué à évaluer parce que finalement, on ne sait pas très bien si aujourd'hui Amazon, c'est du digital ou si c'est de la logistique. Donc vous voyez, mais enfin en gros, l'ordre d'idée, c'est ça, 4% du PIB français, c'est-à-dire autant que l'agriculture. Je vous en parle puisqu'on est en plein salon de l'agriculture. Donc c'est quand même un poids qui n'est pas forcément encore tout à fait identifié par les politiques, toujours à sa juste valeur, puisqu'on connaît bien le secteur primaire et l'agriculture et pas forcément encore les contours et la dimension du digital. On va essayer de parler de tout ça ensemble, donc avec Marie Cheval, Serge Papin et avec Édouard Carle, mais je voudrais commencer par un petit tour de table rapidement, et on va peut-être commencer avec vous, Édouard, sur ce que signifie ce digital, le changement que ça a opéré quand on est justement une société de services et de services à la personne, en l'occurrence pour les crèches. Alors, en effet, le métier d'origine de Babylou, c'est des crèches inter-entreprises. Et notre métier, c'est de l'humain, c'est de gérer de l'humain, c'est d'accueillir les enfants des collaborateurs pour que les collaborateurs puissent travailler sereinement. Alors le digital, ça a permis quoi? Ça a permis de mieux comprendre les attentes à la fois de nos clients, mais aussi des familles qui utilisent nos crèches. Et ça a permis surtout une meilleure proximité, une meilleure compréhension des attentes des familles. On a créé chez Babylou la première application crèche de France qui s'appelle Babylou App. Et moi, je suis en plus papa et mon petit dernier est à la crèche. Donc, j'utilise cette application. Je n'ai pas le temps d'aller chercher mon enfant à la crèche le soir. Mais grâce à cette application, je sais ce que mon enfant a fait dans la journée. Je peux en parler avec lui avant qu'il se couche. Et puis, j'ai toutes les informations administratives sur la crèche et toute l'évolution du projet pédagogique de la crèche. C'est ça. Ça crée de la proximité avec ceux qui sont vos clients, tout simplement. Alors, ça crée de la proximité. Puis, il y a un autre atout, c'est que ça permet de personnaliser. C'est-à-dire qu'on comprend mieux l'attente, on va personnaliser l'accueil de l'enfant tout en lui apprenant la vie en collectivité. Alors, Serge Papin, vous, sur le commerce, moi, je suis ravi que vous soyez avec nous parce que dans le paysage de la grande distribution, vous avez et vous êtes encore un de ceux qui disent attention, quoi, le digital, c'est pas l'alpha et l'oméga du métier. Et c'est vrai que malgré tout, la grande distribution, le commerce, est aujourd'hui obligé de faire avec le digital. C'est devenu structurel et vital. Oui, bonsoir. Alors, le digital, ça nous oblige à vraiment remettre à plat la stratégie. Et finalement, d'afficher... alors, je sais que d'autres ne sont pas sur ce terrain-là, mais d'afficher le fait que nous sommes des commerçants, des retailers. Donc, on a fait ce choix de faire venir les gens en magasin. D'autres font d'autres choix. Alors d'abord, nos concurrents sur le digital, vous le citiez, Amazon tout à l'heure, ou Alibaba qui va venir, ou par exemple Saranza dans les chaussures, enfin tous les pure players qu'on peut nommer. Lutter contre eux, d'abord, on n'a pas les moyens. Donc on ne va pas aller sur ce terrain-là. Pas les moyens, sans doute pas intérêt. Ensuite, on voit bien, il y a des groupes de distribution qui se posent des questions, qui sont en train de prendre un positionnement un peu hybride. Hein, ils sont, eux, un peu attrape-tout numérique. Ils rachètent à tour de bras des start-up plus ou moins grosses. Et puis finalement, on ne sait plus si c'est un groupe de distribution ou si c'est un groupe de service qui est, pourquoi pas aussi dans la restauration. Nous, on ne fera pas ça d'abord parce qu'on n'a pas les moyens de faire ça et on pense que ce n'est pas l'avenir. Donc, ça nous oblige, le digital, alors évidemment, on va le mettre au service, nous, du magasin, et ça nous oblige à être beaucoup plus exigeants sur notre métier. Cette espèce de paradoxe, c'est-à-dire que le digital nous a amenés à être beaucoup plus professionnels. Par exemple, dans la artisanat, remettre de l'artisanat, pardon, j'ai toujours un peu du mal avec le mot, remettre de l'artisanat dans le magasin. C'est drôle qu'en parlant du digital, on se dit il nous faut des bons bouchers. Quand même incroyable. Et finalement, parce qu'on s'est dit, nous, quelle est la modernité
pour demain. Et finalement, la modernité, elle est plus dans la présence du bon boucher que de la dernière technologie digitale. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas la prendre s'il faut, mais on va la mettre au service. C'est-à-dire, pour nous, c'est un drive to store. Ce n'est pas le digital en tant que tel. On ne créera pas de plateforme. On ne créera pas de vente en ligne. Alors oui, on va faire du click and collect, ce qui n'est pas très compliqué. C'est un service nouveau. On en fait tout un truc, des drives, etc. Franchement, c'est un service supplémentaire. Voilà. Donc ça, oui, on va faire. On va être sur les réseaux sociaux. Mais on va plutôt aller dans un grand professionnalisme pour que l'expérience magasin soit une belle expérience, que les achats soient des achats plaisir. Alors, pardon, moi je suis peut-être un peu à contre-courant, voilà, mais c'est en tous les cas, ça nous a obligés. Et on a eu des débats. On a eu des débats internes. Voilà, on a fait ce choix. Et ce choix semble réussir, puisque si on regarde les chiffres, par exemple, à des moments de consommation importantes comme le mois de décembre, où on voit des magasins qui fument leur saumon, qui ont des caves à maturation de viande, qui font un pain merveilleux, etc., et ben, ils ont battu leur record de chiffre d'affaires. Voilà. Je pense qu'Amazon ne pourra pas avoir de cave à maturation de la viande tout de suite, quoi. Enfin, il me semble. Livrer en drone, en plus, c'est compliqué. On verra, mais oui, il reste encore un petit peu de temps pour ça. Alors, je me tourne vers Marie Cheval, parce que vous êtes un petit peu la révolutionnaire digitale dans le paysage et dans cette table ronde aussi. Vous êtes à la tête de Boursorama, c'est-à-dire que on ne va pas utiliser l'ubérisation ce soir, parce que c'est devenu un terme complètement galvaudé, mais vous êtes, pour la banque, et notamment Boursorama, un des pionniers à avoir créé cette banque sans agence, 100% digitale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ce sentiment d'avoir chamboulé véritablement le secteur d'activité sur lequel vous évoluez aujourd'hui ? Oui, bonsoir à tous. Je pense qu'on n'a pas la prétention d'avoir tout chamboulé, mais c'est vrai que quand on a lancé donc, la banque en ligne il y a 10 ans, ça a semblé à tout le monde un petit peu bizarre qu'on n'ait pas d'agence, que la carte bancaire sera gratuite. Et ensuite, quand on s'est lancé dans le crédit immobilier tout en ligne, les gens ont dit, mais en fait, le crédit immobilier est un truc beaucoup trop sérieux pour le faire, pas en face à face et en ligne ou au téléphone. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les banques en ligne, c'est une ouverture de compte sur 3 en France. Et donc, il y a vraiment une évolution très forte des attentes des clients. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être un pure player, c'est-à-dire que de la banque. Et donc, on a moins de sujets de transformation d'agence ou de réseau, vu qu'on n'en a déjà plus. Oui. Alors, moi, je crois que néanmoins, ce qui est important, c'est qu'on ne faut pas limiter le digital à est-ce que c'est du face-à-face, est-ce qu'on va dans le supermarché ou est-ce qu'on commande sur Internet. Je pense que le digital, ça transforme beaucoup plus que ça les habitudes des clients. Et puis ensuite, il y a toute la partie technologique, je pense qu'on va y revenir. Moi, je trouve que le digital, d'abord, ça promeut complètement le temps réel. Parce qu'aujourd'hui, on fait tous tout avec nos smartphones. On a l'habitude de commander des trucs, de les avoir 24 heures après, de s'inscrire sur Facebook, c'est immédiat. Et donc, on n'a plus la patience d'attendre. Voilà. Et ça bouleverse absolument toutes les industries. Quand on a une expérience client qui s'est considérablement élevée, et quand effectivement on a un livre livré en 24 heures sur Fnac.com, c'est difficile de penser qu'il faut attendre 10 jours pour avoir une réponse sur son crédit immobilier. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ou chez son libraire. Ou chez son libraire. Même si on aime bien tous plutôt aller chez son libraire quand on a le temps. Et c'est là la difficulté, c'est que le digital, ça implique, je pense, que les marques aient des promesses très différenciées. Il y a le libraire, il faut qu'il soit du coup super bon en conseil s'il veut qu'on y aille, parce que sinon on va commander directement en ligne. Et donc le digital, en fait, ça a facilité beaucoup la comparaison. Et les recommandations sont différentes. Aujourd'hui, si vous voulez dans un restaurant ou dans un hôtel, vous allez sur TripAdvisor. Et vous croyez plus la recommandation de quelqu'un que vous ne connaissez pas plutôt que la recommandation de votre super copain qui s'y connaît très très bien au restaurant. Donc voilà, et ça change la façon de consommer. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup plus attention au rapport entre la qualité et le prix. Le prix est devenu de plus en plus important. On ne va pas toujours au meilleur prix, au prix le plus bas, mais néanmoins on choisit. Et effectivement, si j'ai un super dîner à faire, j'irai dans la cave à maturation, etc., voir les super viandes. Si c'est pour aller très vite, je vais peut-être faire différemment. Voilà. Et ça, c'est très important. Et dans la banque, nous, on considère qu'il y a différentes promesses.
La promesse de Boursorama, effectivement, c'est moins cher, des produits performants, mais il n'y a pas d'agence. Et puis, il y a d'autres promesses qui sont différentes. Alors, déjà, pour vous donner une idée, par rapport à Marie Cheval et Serge Papin, vous êtes tous les deux dans une actualité qui est quand même un peu chargée, puisque du côté de la grande distribution, vous le savez peut-être, ils sont en train de terminer leurs négociations avec les différents partenaires et prestataires. Et puis dans la banque, on va y revenir aussi, Marie Cheval, mais enfin, il y a justement un enjeu stratégique énorme pour Boursorama et pour les bourses en ligne, c'est celui de la mobilité bancaire et la capacité à faire transférer des clients qui sont aujourd'hui chez les banques traditionnelles vers les banques en ligne. Et je signale, parce que j'imagine que vous le savez, mais parfois c'est mieux de le dire, que Boursorama est une filiale de la Société Générale. Donc on est dans cette dualité-là aussi qui n'est pas inintéressante et on y reviendra. Édouard Carle, vous avez ce sentiment aussi, parce que finalement Serge Papin et Marie Cheval disaient un peu la même chose, le digital, la première chose que ça implique, c'est la comparaison. C'est-à-dire que d'un seul coup, en un clic, on sait si le concurrent est moins cher ou si, que ce soit un concurrent commerçant ou un concurrent bancaire. Vous avez ce même challenge, vous, ce même benchmark qui s'évalue sur les services qu'on peut proposer pour des crèches? Non, parce que nous, le service du digital est encore, le digital est encore très très nouveau, oui. Et difficilement appréhendable avec l'humain. En revanche, ce qu'on vient de mettre en place, notamment à la Société Générale, c'est la première plateforme digitale qui regroupe un tas de services autour de la parentalité en entreprise. Donc c'est une plateforme digitale que la Société Générale a mis à la disposition de ses 45 000 collaborateurs, dans lequel il y a du contenu, du conseil et des services sur des tas de thèmes sur la parentalité, du soutien scolaire, le sujet de la dépendance, d'avoir des parents dépendants, le sujet de la garde à domicile, le sujet des places de crèche et autres. Et on met tous les fils d'actualité en live. Et ça, c'est tout nouveau. On est un peu les premiers à créer cette plateforme parentalité pour les collaborateurs. Et donc, on n'a pas encore beaucoup de concurrents sur le sujet. Donc je ne ressens pas pour encore... Pour l'instant, vous êtes encore pionnier. Ce comparatif, voilà. Serge Papin, est-ce que c'est plus facile, finalement, selon vous, d'être une entreprise qui est digital native, comme peut l'être Boursorama, c'est-à-dire née carrément en étant une banque en ligne, ou de se transformer, comme c'est le cas pour le Système U aujourd'hui, de devoir se transformer? Le digital... permet à n'importe quelle entreprise qui le décide d'avoir accès à ses clients directement. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, je pense qu'il y a des projets de cet ordre-là, que L'Oréal bypass la distribution, que les enseignes de GMS, que Clarins bypass Sephora, ils ont tous, c'est prêt ça. Ils y vont doucement pour pas nous... Comme il y a les négos qui se terminent ce soir, pour qu'on soit trop dur dans les négos. Mais voilà, ça veut dire que demain, ça va autoriser à des fabricants d'être directement en relation, donc c'est pas simple. Et donc ça nous oblige, nous, du coup, à être beaucoup plus... à radicaliser, si on peut dire, notre projet de marque. Oui. Là aussi, c'est assez drôle. Pour le magasin, ça oblige à radicaliser aussi l'expérience magasin. Et en même temps, la marque, se dire au fond, avec ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui va être la stratégie à la fois défensive et offensive? C'est la stratégie de marque. Ce qu'on n'avait pas vraiment en tête de cette façon-là. Et ça nous oblige à sortir du bois. Et regardez ce qui est en train de se passer. Vous allez voir probablement toutes les marques distributeurs prendre le statut de marque. Oui. Et avec parfois des propositions qualitatives qui vont déborder les grandes marques. Donc c'est ça qu'amène alors. Et donc, je ne sais pas si je réponds directement à la question, enfin en tous les cas, c'est une autre façon d'y répondre. Ça veut dire que le monde du digital, ou du moins le digital influence le monde d'une façon bêtement différente. Ça ouvre toutes les portes. Et du coup, nous, ça nous oblige à être beaucoup plus dans le contrôle et je dirais même à intégrer l'ensemble des éléments de la filière, et, de la production à la mise en marché,
pour encore une fois, qu'on ait des choses complètement différentes. Ce digital, c'est ce que vous décrivez là. C'est quoi? C'est ça le magasin étendu, c'est-à-dire d'aller au-delà de la seule sphère du parking, de la station-service et de la galerie commerciale? Alors, évidemment, la notion de magasin étendu va pouvoir se faire aussi avec le digital. La taille moyenne des magasins physiques a tendance à diminuer. Oui. Aujourd'hui, en plus, les magasins ont tendance à se relocaliser dans les centres-villes. La France s'urbanise, c'est la France des grandes métropoles urbaines, elle quitte sa ruralité. Donc le commerce, au fond, il ne fait que suivre la société. Hein. Il invente pas grand-chose. C'est-à-dire que les grands hyper à la sortie des villes, finalement, se transforment maintenant en magasins, plus de proximité à l'intérieur des villes. Bon, tout ça prendra un peu de temps, mais on va dire c'est les perspectives et la tendance. Ce qui veut dire qu'on peut très bien imaginer un magasin qui a une proposition, alors plutôt sur les produits frais, produits alimentaires, et qui en même temps permettra, sur des produits moins urgents, qu'il soit livré au magasin le lendemain, parce qu'il y aura un entrepôt qui permettra de livrer en magasin, voire, ce qui est un gros débat chez les commerçants indépendants, pour savoir à qui appartient le client, voire livré chez le client. Ouais. On a, nous aussi, la possibilité de commander, par exemple, des livres. On a un accord avec... on est même dans le capital d'une société qui s'appelle TEA, qui est une émanation du groupe de Citre, et qui, en open source, permet... à la fois de télécharger des livres, puis en même temps permet aussi d'avoir physiquement 600 000 titres. Mais le problème, c'est à qui appartient le client quand on commande et où est-ce qu'il faut livrer. Pour l'instant, on est toujours sur une livraison au magasin. Si vous voulez commander, faites l'expérience sur Uculture. Si vous commandez avant midi, normalement, vous êtes livré le lendemain matin dans votre magasin à côté pour l'instant. Donc vous voyez, on a quand même des choses qui sont... du domaine du virtuel, mais encore une fois, la notion de choix pourra s'externaliser. Donc ça, c'est un élément intéressant. Ouais. Alors, Marie Cheval, là, on met déjà le doigt sur ce qu'est à la fois le futur par l'innovation, mais les nouveaux métiers aussi que ça implique. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand j'évoquais le fait qu'avec la mobilité bancaire, il y a un enjeu stratégique énorme pour les banques en ligne et pour Boursorama d'aller chercher les clients, ça veut dire aussi transformer les métiers par la technologie, les métiers de ceux qui font la banque aujourd'hui. Oui, effectivement, le digital incite effectivement à radicaliser la stratégie de marque. Je reprends cette expression qui est formidable pour proposer des promesses plus claires. Ensuite, le digital, ça change absolument tout. Hein. Là, on a beaucoup parlé du comportement des clients, mais il y a dans le digital des évolutions technologiques qui font d'ailleurs que c'est une vraie révolution. Et ça concerne absolument tous les secteurs, tous les domaines. Hein. On parle de la presse, de la distribution. La banque est concernée également. Et donc, ça crée plus que créer des nouveaux métiers, je pense que ça transforme la façon dont on a de considérer des processus. Hein. Les banques, et je pense que beaucoup de DSI dans la salle le savent, c'est avant tout des usines. On parle d'ailleurs d'usines bancaires. Hein. On est des usines à traiter des dossiers, à traiter des ouvertures de comptes. Et on est donc, au-delà de la relation client en agence, moins de visites d'agence, etc., concerné dans tous les stades de la chaîne et tous les back-office, avec des éléments très importants qui ne sont pas toujours ceux auxquels on pense. Moi, je pense typiquement que le cloud, ça change beaucoup de choses. Ça change les attentes clients, ça change nos vies. Hein. Moi, j'ai toutes mes photos sur un cloud, je les ai accessibles à n'importe quel moment. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Ça change la façon de concevoir l'informatique bancaire. Voilà, on pense aux données, évidemment. Et les données, ça concerne à la fois, effectivement, la donnée du client en point de vente, mais également toutes les données qu'on peut générer dans une entreprise. Et puis, ça concerne tout ce qui est la dématérialisation des processus, sans parler de l'intelligence artificielle qui arrive. Donc, moi, je crois que le digital concerne absolument toutes les chaînes de l'entreprise et qu'effectivement, ça invente des nouveaux métiers, ça détruit aussi des tâches à très faible valeur ajoutée, donc c'est un sujet pour toute notre entreprise. Ça invente des nouveaux métiers, notamment chez Boursorama. Nous, on recrute beaucoup des développeurs web, qui est une denrée très rare. Hein. Je rejoins ce qui a été dit en introduction, on a du mal à recruter sur ces métiers-là. Alors surtout quand vous trouvez, en plus, vous vous dites, il n'y a que des garçons, essayons de recruter des filles. Alors là, ça devient complètement impossible. Voilà, donc il y a des nouveaux métiers, et puis il y a de la transformation de métiers anciens qu'il faut savoir gérer. C'est
beaucoup de formations dans toutes les entreprises. Et bon, on en a reparlé il y a quelques jours avec BPCE qui annonçait la fermeture d'un certain nombre d'agences. La Société Générale avait été une des premières banques à dire, voilà, à un horizon assez proche, on aura fermé 25% de nos agences. Ça veut dire qu'en interne, dans les banques, on est en train de changer les métiers, de former, parce que c'est là pour l'instant, le sentiment que ça donne, c'est qu'on est en train d'écréter grâce au départ à la retraite, quoi. Alors, je pense que les fermetures d'agences, c'est effectivement ce qui retient l'attention. Parce qu'effectivement, c'est très symbolique oui, et c'est très important parce que c'est le réseau. Visible. Et c'est très physique, on les voit. Effectivement, il y a de moins en moins. Alors pourquoi il y a des fermetures d'agences? Il y a juste de moins en moins de clients qui vont en agence. Hein. En 2010, il y avait un Français sur deux qui allait en agence une fois par mois. Cette année, l'année dernière, c'était 20% des Français. Donc on voit bien que les clients vont moins en agence et donc fatalement, il faut adapter un certain nombre d'opérations et faire évoluer les agences, hein, un peu comme les magasins évoluent, des agences plus petites, des agences avec plus de conseils et d'expertise et puis avec beaucoup moins de transactions très courantes puisqu'aujourd'hui, plus personne ne va dans une agence pour faire un virement, voilà, ou très peu de gens. Donc voilà, donc ça, mais en dehors de cette transformation-là, effectivement, il y a la transformation de tous les autres métiers, tous les gens qui sont dans les bases arrières qu'on ne voit pas, qui là aussi doivent faire évoluer des métiers. Et donc c'est beaucoup de transformation, mais je crois que la banque est à l'image d'autres secteurs qui doivent se transformer considérablement. Édouard Carle, puisqu'on est sur ces nouveaux métiers, ces nouveaux modes aussi, et de management et de recrutement, vous êtes dans cette problématique-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour aller chercher de nouveaux partenaires, de nouveaux collaborateurs, vous utilisez précisément le digital. Oui, tout à fait. Nous, on crée entre 20 et 30 structures par an, ce qui représente à peu près 600 nouveaux CDI par an. Et on a aussi beaucoup de difficultés pour recruter parce qu'il y a une pénurie de professionnels qualifiés pour travailler en crèche en France. Et donc, effectivement, les jeunes qui sortent d'école, on les sensibilise à travers le digital. Alors, on a mis en place une application qui s'appelle Job Around Me, où les professionnels n'ont plus qu'à scanner le logo Babylou et il va avoir toutes les offres d'emploi qui sont proches de son domicile. Ensuite, on fait beaucoup d'entretiens à distance, par webinar. On a 30% des personnes qu'on recrute aujourd'hui en crèche, qu'on recrute à distance, par vidéo, à distance. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que finalement, le digital, dans ce type de recrutement, c'est la bonne clé d'entrée pour aller chercher finalement une population peut-être un peu plus jeune, qui est digital native, on disait tout à l'heure, c'est-à-dire habituée à ça et qui ne vous trouverait pas autrement, ou c'est justement un moyen de sélection et de capacité à aller chercher du monde? C'est les deux. C'est d'abord attirer les jeunes et les jeunes compétences qui ne communiquent qu'à travers les réseaux sociaux et le digital, Internet. Et puis après, c'est effectivement ces compétences. C'est facile de voir une vidéo si les gens sont quand même compétents, mais il faut aller voir aussi après sur le terrain, dans la crèche. Et les recrutements, c'est toujours pareil. Tant qu'on ne voit pas les personnes en situation d'emploi, on peut se faire tous les plans sur la comète qu'on veut. La réalité, c'est que c'est sur le terrain qu'on voit la capacité, les compétences des gens. Alors, on est sur, évidemment, les opportunités qu'offre le digital et pour créer justement l'entreprise, le monde de demain et les services. Serge Papin, il y a aussi évidemment des risques à travers le digital. C'est-à-dire des risques qui, hier, n'existaient pas pour un commerçant, une grande surface, qui aujourd'hui se retrouve, on le disait tout à l'heure, facilement comparable et donc facilement critiquable. Le principal risque pour le réseau Système U, c'est quoi par rapport au digital ? Alors, le risque, vous voulez dire... Le risque en termes de réputation ou de qualité, ou de voilà, ce qui va, par le digital, se diffuser très vite. Alors, ça me fait penser plutôt aux réseaux sociaux, qui est un élément très, très important. Parce que du coup, la réputation, ça peut aller très vite. Alors, on est, nous, en train de regarder, ça va passer d'une manière opérationnelle, avec Facebook notamment. Parce qu'on veut, avec la version Facebook Pro, on veut digitaliser les prospectus. Parce que chez nous, c'est quand même un enjeu important. Et comment se servir des réseaux sociaux pour informer des informations poussées qui vont directement
sur le portail de la personne, sur le mur de la personne, et qui informe des offres locales. Avec le magasin, il peut y avoir deux types d'offres. Il peut y avoir une offre nationale et locale. Et donc on monétise Facebook. Donc c'est possible aujourd'hui. Mais bon, il faut avoir là, du coup, faut y mettre certains moyens et avoir des compétences. Mais c'est un enjeu important parce qu'en effet, le prospectus chez nous, c'est presque 1% du chiffre d'affaires. Donc imaginez... 1% du chiffre d'affaires généré à l'année vient depuis... Le coût, d'accord. Ah oui. Ça génère, après, la démarque promotionnelle, c'est à peu près... c'est beaucoup, c'est 20% des ventes qui sont faites en promotion. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est... Donc, bon, il y a certaines enseignes qui se sont engagées à faire disparaître les prospectus en 2020. Oui. Donc, je ne sais pas si elles viendront. Faudra suivre, de toute façon. Faudra suivre. Et nous, en tous les cas, on est sur ce sujet-là. Et oui, en effet, le projet sur les réseaux sociaux, donc, qui est une corollaire du digital, c'est quelque chose qu'on va complètement prendre en compte. Parce que du coup, c'est du drive to store. Là, on est complètement où on met le service, le digital au service du magasin. Ça, on est complètement dans notre stratégie. Mais est-ce que moi, client, je garde une forme de liberté à terme dans mes achats? C'est le grand mythe de l'algorithme, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, est-ce que le commerçant de demain va pas, parce qu'il me connaît, parce qu'il connaît mon historique, pousser vers moi tout un tas d'offres ou de possibilités pour me solliciter, pour me faire acheter, évidemment, qui font qu'à terme, j'ai plus ce choix, cette liberté d'acheter ce que je veux? Non, nous, simplement, on cherche à vous suggérer en magasin par une qualité de proposition, mais on n'ira pas... alors peut-être, si vous êtes sur votre mur Facebook, on pourra vous faire des propositions, mais... c'est le côté, vous avez aimé ce livre, vous adorez celui-là, oui, mais justement, tout ça. Oui, mais justement, on ne veut pas être intrusif. Justement, on veut pas. Regardez, c'est juste complètement indigeste quand vous avez... moi, je peux plus supporter de voir la pub Lidl sur mais ça, je peux comprendre, mon portable. Non, mais vous avez regardé, vous avez vu la pub? C'est vraiment chiant. Hein. Non, je pense... on est très prudent avec ça. Parce que c'est très intrusif. Vous voyez, c'est ce que nous demandent les gens. Quand on fait des enquêtes, les gens, ils nous demandent du lien. Être un commerçant, c'est une relation physique entre deux personnes, intuitive personne. C'est un client, une personne physique qui rencontre un commerçant, son collaborateur. Donc c'est ça le lien. Et donc on a cette phrase chez Systemus, si je peux vous faire rire, on dit la personne qui pousse le caddie est plus importante que le caddie qu'elle pousse. Évidemment, mes collègues de reprendre en chœur derrière, à condition que le caddie soit plein. Et bien évidemment, c'est ça quand même aussi qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on crée du lien, c'est pour remplir des caddies. Très bien. Vous vouliez ajouter, Marie Cheval, quelque chose? Non, je pense que sur le côté intrusif, là aussi, les comportements des clients évoluent. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, il y a beaucoup de gens qui hésitaient à envoyer des SMS aux clients. C'est vrai qu'aujourd'hui, on reçoit plein d'SMS de vente privée, etc. Et finalement, on fait le tri. Voilà. Le client, à la fin, de toute façon, c'est lui qui doit avoir le choix. Mais si on lui propose d'autres choses, on lui met en valeur des choses, des bons plans aussi, ils adorent quand même les bons plans, les clients, ils sont plutôt satisfaits. Il y a aussi un sujet sur lequel les clients demandent d'être informés en permanence, c'est tout ce qui est la sécurité et la réassurance. C'est ce que j'allais vous dire, parce que notamment pour un intermédiaire bancaire, il y a cette obligation d'assurer, de réassurer, de faire en sorte qu'on soit persuadé, notamment sur une banque sans doute en plus digitale, c'est-à-dire où il n'y a pas ce client, cette agence, je veux dire, d'être sûr que l'argent qu'on a, il est protégé, quoi. Nous, typiquement, je pense qu'on a beaucoup plus de relations avec nos clients qu'une banque classique, mais c'est des relations très différentes. On ne voit jamais nos clients. Oui. Alors, voilà. On les a au téléphone, on leur envoie beaucoup de SMS. Chez Boursorama, quand vous faites un paiement avec votre carte bancaire de plus de 200 €, vous recevez un SMS immédiatement. Ça sert à quoi? Ça sert à faire que si ce n'est pas lui qui a initié le paiement, il peut réagir tout de suite. Idem quand vous retirez de l'argent, idem quand vous êtes dans un pays à l'étranger, le premier SMS. Quand on y pense, c'est assez intrusif. Les clients, ils demandent ça parce que c'est des facteurs de réassurance. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du digital. Il y a un sujet qui est indispensable sur le digital, c'est la sécurité. Parce que si on lâche sur la sécurité, là, pour le coup,
on aura perdu beaucoup de choses et on aura détruit beaucoup de valeurs. Et donc, comment est-ce qu'on s'assure de ça? Parce qu'on parlait tout à l'heure avec Orange Business Services, hein, on disait, bah voilà, ça peut arriver de perdre des données, ça peut arriver. Il y a quelques semaines, je discutais ici même avec Joël Doronet qui disait demain, l'intelligence artificielle sera le premier hacker, sera le premier capable de hacker un système. Ouais. Comment on se prémunit de ça? Comment on s'assure de ça? Déjà, il faut avoir un bon DSI. Oui. Et je pense que les DSI... Voilà. Non, mais je pense que le DSI, aujourd'hui... le digital donne du pouvoir au DSI, ou alors l'entreprise est mal organisée. Oui. Donc, voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a des sujets très techniques, hein, très précis, de sécurité, notamment informatique, qui aujourd'hui sont tout à fait à l'honneur. Et je croise assez peu de chefs d'entreprise qui ne sont pas sensibles à ça. Ouais. Donc il y a tout un tas de sujets techniques, on ne va pas rentrer dans le début, etc. Et ensuite, il y a de la vigilance de tout le monde. Et c'est vrai qu'il faut faire encore de plus en plus attention et être aussi très humble avec ces sujets-là, parce que la cyberattaque, le truc out of band, etc., le type qui se fait passer, voilà, je pense qu'il faut être tous très vigilants sur ces sujets-là. On dépense de plus en plus sur la sécurité. C'est l'affaire de tous, y compris l'information des clients. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, personne n'est totalement invulnérable. Juste un mot, Serge Papin, parce qu'avec le micro... En fait, on a sur ces sujets-là, mais bon, on a des tentatives quasi tous les jours. Ouais. Et puis, on doit se méfier à la fois des tentatives extérieures et puis des portes d'entrée intérieures. Parce que sur 1500 magasins, il y en a toujours un qui laisse ouvert à des pseudo-informaticiens qui veulent plugger quelque chose dessus. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que toutes les caisses des 1500 magasins ralentissent parce que c'est dingue. Donc il faut, oui, alors en effet, toutes ces questions-là, donc on est obligé d'être, nous qui... Où on essaie de... Plutôt, on dit dans notre groupement, il faut convaincre et pas contraindre. Bon, pour les systèmes d'information, j'ai compris qu'il fallait plutôt contraindre d'abord. Et après on est plus convaincant. On convainc si on peut, mais il faut d'abord contraindre. Édouard Carle, par rapport à ces problématiques, par rapport au fait que quand on est une entreprise, et c'est vrai aussi pour un salarié qui cherche un travail quelque part, la première arme, c'est Google. On va regarder que dit Google sur vous, sur l'entreprise, etc. Vous, ce risque de e-réputation, finalement, il signifie quelque chose pour une entreprise comme Babylou. Il est très important, d'autant plus qu'on accueille des enfants. Oui. C'est ce dont on a de plus cher, tous ceux qui ont des enfants. Et évidemment, la moindre erreur, ça peut faire tache d'huile très très vite à cause du digital. Et l'e-réputation est un sujet que nous surveillons tous les jours. Tous les jours, on accueille pas loin de 15 000 familles dans nos établissements. Donc évidemment, la qualité d'accueil, la qualité de suivi, d'accompagnement des familles et des enfants, et puis surtout faire de la prévention et essayer d'anticiper les risques. C'est surtout ça, c'est d'essayer d'anticiper les risques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des erreurs humaines. Dans ce cas-là, on se met tout de suite en pseudo-gestion de crise pour résoudre au plus vite et éviter que la réputation de l'entreprise... Ça veut dire qu'en interne, vous avez aussi ces capteurs, quoi, cette capacité à expertiser l'ensemble des crèches où vous êtes présent, c'est ça? Exactement. Ouais. Et c'est des équipes qui sont dédiées à ça. Mais c'est indispensable. Si vous tapez crèche sur Google et que Babylou sort en premier, c'est que justement on veille au quotidien ce genre de gros dangers quand même. Ouais. Gros dangers, parce que l'e-réputation, ça peut détruire une entreprise. En guise de conclusion, tous les trois, je vais vous poser à peu près la même question, mais qui me vient à l'issue de cette discussion. J'ai compris, évidemment, qu'on ne peut pas faire sans le digital. Ça, on était à peu près sûr de ça au départ et avant même de commencer. Mais est-ce que, lorsqu'on est manager, on n'est pas finalement tenu par le digital, c'est-à-dire un peu prisonnier de l'innovation, de la dernière innovation que propose son concurrent et sur laquelle il faut absolument se positionner, voire être en proposition et en anticipation. Quand on est Boursorama, il faut toujours être innovant avant les autres. On est challengé en permanence.
Je crois que ce qui est certain, c'est que le digital et la révolution au-delà, un numérique qu'on vit, qui va dans beaucoup de domaines, ça accélère les choses et que ça impose sans doute aux dirigeants de prendre des décisions de plus en plus rapides. Je pense qu'il y a quelques années, on pouvait faire un projet et puis on commençait par faire une expression de besoin, puis ensuite il y avait un tunnel et le truc il aboutissait dans 3 ans. Aujourd'hui, très clairement, on ne peut plus fonctionner comme ça. Et donc, ça impose en termes de management des choses très différentes. Le time to market devient sans doute beaucoup plus important qu'avant. Ça se traduit d'ailleurs en informatique par tout ce qui est développement agile, etc. Et donc, ça impose effectivement à l'entreprise de pouvoir mettre en marché des choses beaucoup plus rapidement. Néanmoins, voilà, une entreprise, c'est aussi avoir une vision quand même assez claire de son positionnement. Et on revient sur l'expérience de marque, je pense que c'est très important. Avoir un positionnement, défendre ce modèle, s'y tenir et avoir quand même des perspectives un peu de positionnement, parce que sinon, on n'arrête pas d'enquiller des innovations et c'est pas ça qui fait la réussite d'une entreprise. Et cette agilité, dans la mesure où ça nécessite quand même de gros investissements, on a la possibilité de l'expertiser un peu en amont quand même, de reculer le cas échéant. Cette agilité, elle permet ça aussi. Je pense que ce qu'on voit dans le digital aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur le test and learn. On peut se permettre de tester des choses. Je pense qu'il faut aussi pouvoir voir assez rapidement si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas et pouvoir ensuite passer à autre chose. C'est ce que font très bien certains pure players. Quand vous allez voir Amazon, ils testent systématiquement 2 sites. Voilà. Et puis ils voient ce qui clique le plus et puis ils gardent celui qui fonctionne le plus. Voilà. Je pense qu'il faut aussi se mettre dans ces schémas-là. Alors ça marche pour certaines choses, ça ne marche pas pour tout. Quand vous changez un core banking system dans une banque, bon, le test and learn et le développement agile, c'est bien, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez être beaucoup plus efficace à la fin. Edouard Karl, pareil, même chose, test and learn, c'est-à-dire on teste, on apprend et on est challengé en permanence par, même si on est leader, les concurrents qui peuvent avoir des innovations. On est en veille permanente ? On est en veille permanente. En fait, on n'est pas en veille permanente par rapport à la concurrence. On est à l'écoute constante de tout notre public, que ce soit nos professionnels, les familles, les DRH, nos clients, parfois qui peuvent être aussi des comités d'entreprise. On est tous les ans, on les questionne pour comprendre c'est quoi les évolutions, c'est quoi les besoins, c'est quoi le monde de demain, qu'est-ce que vous ressentez et du coup, on construit nos offres, nous, en écoutant nos clients tous les jours. C'est comme ça qu'on fait évoluer l'offre. Après, le digital, moi, je me suis aussi posé la question sur qu'est-ce que ça peut apporter à la société de demain. Parce que on a beaucoup de jeunes nourrissons dans nos établissements. Et Babylou finance une équipe de chercheurs avec l'Institut René Descartes, un projet magnifique qui s'appelle Babylearn. On se sert du digital pour essayer de déceler toutes les maladies des dyslexies, tout ça, et de déceler le plus précocement possible. Et cette équipe de chercheurs va rendre son résultat à la fin de l'année. On en a hâte parce que ça fait 2 ans qu'on finance cette équipe. Et il y a déjà des belles choses qui sont en train de sortir. Et là, on va voir que le digital va permettre de déceler beaucoup plus précocement et donc de traiter précocement les maladies. Et vous serez là, pour le coup, les premiers testeurs, en fait. En réalité, ceux qui détectent en premier. C'est ça l'idée. Exactement. Serge Papin, c'est énervant d'avoir des pubs Lidl qui arrivent sur le téléphone portable en permanence, mais du coup, il faut quand même avoir une certaine certitude sur sa stratégie, surtout quand on gère des indépendants, parce que ça veut dire que tout le monde le reçoit, cette alerte ou ce push du concurrent. Et donc, résister au fait de se dire c'est peut-être ça la bonne solution, il faut quand même être solide, non ? Oui, il faut, encore une fois, que ça soit au service de... Je trouve que parfois, tout ce qui est numérisation, digital, on en devient un peu esclave, et ça prend le pas, alors que ça doit être juste au service de sa stratégie. Et je pense notamment, pas pour répondre à côté, mais où je trouve intéressant l'introduction dans l'entreprise du digital, c'est peut-être là où on ne l'attend pas, mais c'est de pouvoir repenser l'organisation et le management de l'entreprise. Puisqu'on voit bien qu'on a besoin d'entreprises qui soient beaucoup plus collaboratives, d'écraser un peu les pyramides, de mettre les gens en réseau, de mettre en place des cellules autonomes. Ça, on le peut aujourd'hui. Et c'est ce qui permettra de trouver de nouvelles productivités. Et je dirais même que du coup, le digital peut favoriser dans l'entreprise le vivre ensemble différemment.
Et c'est cette expérience-là qui va être intéressante au niveau des organisations. Je pense qu'on n'en est pas encore là, mais c'est ce genre d'apport, de valeur ajoutée, justement, dont il faut se servir dans les organisations, je trouve. Merci en tout cas Serge Papin, PDG de Système U, Édouard Carle, DG et cofondateur de Babylou, et Marie Cheval, directrice générale de Boursorama. Merci à vous trois. Bonne soirée. Elle continue. Vous allez pouvoir dîner. Il y avait des attentes. Bonne soirée à vous.